Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rétrospective. Aujourd'hui, les films de l'année 2022. Je fais une petite pause pour pouvoir faire une belle miniature après. Comme d'habitude, on va avoir une grosse vingtaine de films, des films que j'ai vus soit en salle parce qu'ils sont sortis en 2022, soit plus tard ensuite parce que je n'ai pas pu tout voir en 2022. 2022, c'était pas encore une année où j'allais énormément au cinéma, c'était pas comme 2023 où ça a été la débauche où je suis allé voir une soixantaine de films. Donc on va faire un petit top 20 de films qui ont marqué mon année 2022, que ce soit en bon ou en mauvais. On a 23 films dans cette liste, plus un petit film bonus dont je vous balancerai le titre sans trop en parler à la toute fin de cette vidéo. Évidemment, le premier de cette liste, donc à votre avis, quel est mon film préféré de l'année 2022 ? Je vous laisse faire vos suggestions en commentaire, mais du coup j'ai acheté le DVD qui est juste là, et du coup on va pouvoir commencer avec le film que j'ai le moins aimé de cette année 2022. Il s'agit de Jurassic World Dominion avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, mais aussi c'est pas Javier Bardem, c'est Jeff Goldblum. Je confonds souvent ces deux acteurs, même s'ils n'ont pas grand chose à voir. Un retour des acteurs emblématiques de la saga Jurassic Park dans la saga Jurassic World avec les acteurs emblématiques de la saga Jurassic World. Le film est réalisé par Colin Trevorrow, qui je crois a bossé chez Marvel, a fait principalement des films de commande, je dis peut-être des bêtises, mais globalement c'est lui qui a initié le retour de la saga Jurassic avec Jurassic World. Premier Jurassic World que j'avais trouvé assez intéressant, je n'avais pas vu le 2 et ça du coup c'est le troisième film de la saga, je crois. Ça raconte... je vais commencer avec les qualités du film. Déjà, ça fait plaisir de voir des acteurs revenir. Enfin, moi, Jeff Goldblum, je suis tout le temps content de le voir dans un film. Laura Dern et Sam Neill, j'ai moins d'affect pour eux, mais bon, voilà. Il y a des idées intéressantes avec le fait de faire revenir des espèces qui sont... pas forcément des gros dinosaures, des gros lézards géants, avec des insectes préhistoriques notamment, même si c'est pas extrêmement exploité. J'aime toujours autant le design de Blue, le raptor de Chris Pratt, même si je trouve ça un peu con de l'avoir dressé comme un animal de cirque globalement. Il y a une scène à Malte, une scène de course-poursuite qui est assez prenante, qui m'a encore marqué, que j'avais bien aimé, avec des histoires de trafiquants de dinosaures, et je crois même qu'il y a Omar Sy dans cette séquence, qui a un petit rôle dans la saga Jurassic World. Mais du coup, les défauts du film, j'en ai un peu parlé dans les qualités, c'est-à-dire que Bryce Dallas Howard, Laura Dern et Sam Neill et Jeff Goldblum, c'est cool de les revoir, mais du coup ça fait encore une saga qui se répète, en fait c'est même pas une saga qui se répète, parce qu'il y a des sagas qui se répètent qui sont très très cool, on en parlera un petit peu plus tard, que j'aime beaucoup en tout cas, mais disons que là on les place ici juste pour la nostalgie, juste pour faire revenir des gens en salle, et il n'y a pas vraiment un intérêt scénaristique ou est-ce que ça aurait été des random vieux scientifiques qui ont bossé sur l'île de Jurassic Park, ça aurait été différent? Franchement, pas tant, hein. Et du coup, ils sont juste là principalement pour l'intérêt marketing, pour pouvoir les mettre sur l'affiche. Et puis voilà quoi. Enfin, voilà. Et donc un peu creux ce film. Pareil, cette histoire d'insectes préhistoriques, ça aurait pu être incroyable de faire une invasion mondiale de criquets de 30 cm qui bouffent toutes les cultures. Il y a un peu de ça dans le film, mais pas assez. C'était une bonne idée, il fallait en faire. Et puis j'en sais rien. Avoir Chris Pratt qui est sur le dos d'un raptor qui bouffe des criquets et qui mène une armée de raptors pour aller bouffer. Il y avait des trucs à faire avec cette idée d'insectes préhistoriques, et au final c'est pas tant exploité que ça. Pareil, du coup il y a toute l'histoire avec la gamine clonée qui est juste ici, c'est une histoire classique quoi. Le couple entre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, bon,
il a le mérite d'exister, voilà. Mais honnêtement, pas grand chose à tirer de ce Jurassic World Dominion, si ce n'est du coup voir un peu des dinos, une belle scène de course-poursuite dans Malte et Omar Sy, globalement. Voilà, et Jeff Goldblum aussi. Jeff Goldblum, c'est toujours cool de l'avoir dans un film. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce Jurassic World Dominion, donc on va passer rapidement au film suivant. Film suivant qui est Amsterdam de David O. Russell avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy. Je crois même qu'il y a Taylor Swift qui apparaît un moment dans ce film. Alors, ce film raconte l'histoire de ce personnage là, ici, lui là, qui est joué par Christian Bale. Je sais pas si ça se voit bien, mais il a une cicatrice au niveau de l'œil parce que c'est je crois qu'il est américain, je sais plus. En gros, disons que c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a servi côté français et qui du coup, dans les années 30, vit une espèce de vie de trouble du coup avec les personnages de Margot Robbie et de John David Washington. C'est pas trois amis comme dans le résumé halluciné que j'ai mis dans mes diaporamas. D'ailleurs, vous remarquerez que je regarde beaucoup moins mon diaporama, c'est parce qu'en fait j'ai une tablette avec mon diaporama en face. Il y a vraiment une débauche de moyens dans la production de ces vidéos, c'est complètement fou, vous vous rendez pas compte. Pourquoi ce film est aussi bas ? Déjà le film a des qualités, déjà son casting 4 étoiles, vraiment genre ça fait plaisir de voir des acteurs de cette trempe dans un film un petit peu qui n'est pas une suite, qui n'est pas un reboot, qui n'est pas un énorme blockbuster, mais c'est pas non plus un film d'auteur très intéressant. On va y revenir. Les décors, les costumes, il y a vraiment un vrai effort de production dans ce film, dans ces espèces de décors des années 30 qui sont en même temps un peu rendus, magnifiés quoi, genre vraiment stylisés, il est vraiment très cool. Ça va de l'hôpital de guerre au QG dans lesquels se prennent les décisions politiques, à des petites rues d'Amsterdam, à des grandes scènes de bal, des grandes scènes de foule avec des discours, etc. Et en fait, dans le résumé halluciné, il y a marqué 3 amis se retrouvent au centre d'une intrigue les plus secrètes de l'histoire américaine. Donc je vais vous spoil de quelle intrigue il s'agit parce que de toute façon on va pas beaucoup en parler dans le film si vous voyez le film. C'est donc une tentative de coup d'état qui a eu lieu dans les années 30. Ça s'est à peu près passé au même moment où Hitler commençait à prendre du pouvoir en Allemagne, et en fait ça a été c'est principalement des capitalistes de Wall Street qui ont tenté de renverser, je crois que c'était Roosevelt, et de mettre en place un haut gradé militaire qui était censé du coup prendre le pouvoir et instaurer une dictature aux États-Unis, pour aller de front avec ce qui était en train de se passer en Allemagne globalement, une dictature fasciste quoi. Et donc en fait cette histoire elle est passionnante parce que je vous invite à aller voir, donc le nom de ce complot c'est le Business Plot. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia ou faire vos recherches parce que moi c'est un truc qui m'a fasciné après le visionnage du film. Je ne connaissais pas cette histoire du tout avant le visionnage du film, donc ça c'est une des qualités du film de m'avoir fait découvrir cette histoire. Mais le problème c'est que dans ce film on parle pas vraiment de ça quoi. On parle surtout de la petite vie et des petites histoires de cul de nos 3 protagonistes, et cette histoire là elle prend j'en sais rien, la moitié du dernier tiers du film quoi. Et du coup c'est un peu dommage parce que cette histoire elle est vraiment fascinante. Et pour vous donner cette scène est présente dans le film, mais en gros on avait proposé donc énormément d'argent, d'avantages et du coup de pouvoir à cet ancien militaire pour qu'il prenne le pouvoir. On lui avait même demandé de faire un discours à je ne sais plus quelle cérémonie qui était censée célébrer les vétérans, et donc lui, filmé par tout le monde, il a dit, il est arrivé au moment où il était censé faire son discours pour prendre le coup d'état, il a dit: écoutez, il se passe des choses bizarres dans notre pays, il y a des fascistes qui m'ont demandé de prendre le pouvoir, donc je vous emmerde, je suis actuellement en danger de mort, mais je vous le dis, tant que j'ai une plateforme, il y a des fascistes qui ont tenté de me corrompre pour que je prenne la tête du pays, donc, et ça n'arrivera pas, donc honnêtement, c'est assez lunaire comme histoire, et vraiment ça mérite un film.
mais pas celui-là. Voilà, je pense que si ça avait été un film qui parle juste d'un trouble un peu excentrique dans Amsterdam pendant les années 30, pourquoi pas ? Si ça avait été un film plus ou moins historique, plus ou moins stylisé, centré autour de cette histoire du business plot, pourquoi pas non plus ? Mais là, c'est l'un sans être l'autre et les deux s'annulent complètement et ça me frustre au plus haut point et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Dommage pour Amsterdam, malheureusement, mais j'aurais aimé ce film, mais malheureusement, voilà, à part le fait d'avoir enrichi ma culture sur cette histoire du business plot que je ne connaissais pas du tout et que je pense il y a peu de chances que vous connaissiez aussi, pas grand chose à tirer de ce film. Voilà. Ensuite, on va passer à la 21e position avec Vesper Chronicles dans son titre français. C'est un film franco-lituanien de science-fiction post-apocalyptique. Donc post-apocalyptique, qu'est-ce qui a causé l'apocalypse dans ce monde-là ? C'est le fait d'avoir utilisé des organismes génétiquement modifiés pour l'agriculture, que ce soit végétale ou animale. Ça a causé le fait que y a quasiment plus aucun animal sauvage, que les plantes ont muté pour devenir extrêmement hostiles aux humains et que toutes les plantes qui servent traditionnellement à se nourrir sont stériles en fait. On les cultive, on récolte le fruit et elles meurent. Et du coup, dans ce monde-là, il y a des riches qui se sont évidemment retrouvés dans des citadelles. Et ensuite, du coup, Vesper, qui est une adolescente dont le père est paralysé, qui vit du coup, elle, très en dehors de ces citadelles, dans une espèce de campement de gens qui vivent de banditisme et de tout un tas de choses qui sont plus ou moins organisées pour se nourrir. Parce que du coup, l'organisation pour se nourrir, c'est des graines qui viennent de la citadelle mais qu'on peut utiliser qu'une fois, donc c'est extrêmement rationné quoi. Il n'y a pas moyen de il y a pas moyen de récupérer des graines et de les cultiver soi-même quoi. Et du coup ouais, c'est la merde quoi globalement. Les qualités du film, déjà le fait qu'une production européenne franco quelque chose fasse un film de science-fiction post-apocalyptique relativement ambitieux. Moi, déjà de base, je salue ça. Il y a beaucoup d'effets visuels qui sont très intéressants, que ce soit avec les organismes qui ont muté, ce genre de choses, ou même, on le voit sur l'affiche juste ici, Vesper, elle est accompagnée d'un petit robot qui vole. Et en fait, ils ont eu la bonne idée de tout bêtement mettre un drone dans une espèce de boule en polystyrène qui est taillée pour avoir le bon visuel, machin. Et du coup, quand le drone se déplace, on voit les feuilles et tous les débris. Enfin, on voit qu'il y a de l'air dessous qui est déplacé. Du coup, ça lui donne un vrai côté palpable. Enfin, c'est vraiment plein de petites idées comme ça. Défaut du film, ça essaye vraiment d'être un espèce de truc en mode un peu littérature d'aventure jeunesse, Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, etc. Et c'est dommage parce que, le pitch de base, il ressemble pas du tout au genre de pitch de ce truc-là. Il y avait moyen d'en faire un truc avec une vraie identité et malheureusement, ça se perd en essayant de recréer des clichés de ce genre de récit. Et c'est dommage. Et du coup, tu t'es là et tu regardes le film en train de se casser la gueule dans ses propres inspirations, alors que, en fait, comment dire, c'est normal de t'inspirer de ça pour essayer d'avoir un petit peu de succès, pour amener du public en salle, etc. Vraiment, je peux pas en vouloir avec le film pour ça, mais ça, il faut le faire dans les bandes annonces, mais dans ton film, il faut développer tes propres inspirations, parce que vraiment, quand on voit ces espèces de fermes là, des silos un peu post-apo et tout, tu vois, il y a des idées à développer là-dedans, il y a des choses à faire. Pareil, le côté post-apo, qui est un truc qui est pas forcément particulièrement présent dans les Hunger Games et compagnie. C'est pareil, il y avait des trucs à faire avec ça et tout. Voilà, quelques petites incohérences scénaristiques aussi, je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Donc voilà, si vous voulez regarder une curiosité d'un film franco-lituanien qui essaie de faire de la science-fiction post-apo,
N'hésitez pas à y aller. Deuxième défaut du film, ça donne vraiment le film la sensation qu'on reste sur sa fin, sans mauvais jeu de mots parce que tout le monde crève la dalle dans ce film, mais globalement, ça donne vraiment la sensation que le film se termine là où il aurait dû commencer presque. Enfin, disons que ouais, il y a tout un tas de péripéties et donc bon, ça sent que ça avait vocation à potentiellement avoir un gros succès et avoir des suites. Malheureusement, on est en 2026, je n'ai pas entendu parler de suite de Vesper Chronicles, il faudrait peut-être que j'aille faire mes recherches, mais à ma connaissance, je pense que j'en aurais entendu parler pour le coup. Et du coup, voilà, c'est dommage. Petit gâchis, il y avait un bon film à faire avec ça, et malheureusement, j'ai trouvé ça plutôt raté. Voilà. Ensuite, on va passer à la 20e position avec Bullet Train de la David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry. Et il y a d'autres acteurs dedans. Il y a notamment Bad Bunny, le rappeur sud-américain qui a un petit rôle dedans. Il y a de nombreux caméos de Chuck Norris, de Ryan Reynolds, de Sandra Bullock, j'en passe, des meilleurs, des vertes et des pas mûres. Et donc on suit l'histoire de Brad Pitt qui est un tueur à gages en fin de carrière qui est chargé d'acheminer une mallette à un gars pour le tuer, je sais plus exactement, mais en même temps l'histoire est pas particulièrement importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup il est dans un train qui va le mener à une cible ou à une personne avec qui il doit amener la mallette, je sais plus exactement. Le problème, c'est que il y a une bonne douzaine d'autres tueurs dans ce train qui soit veulent récupérer la mallette, soit veulent le tuer pour x et y raison, pour une histoire de vengeance, soit pour retrouver la fille de quelqu'un qui doit protéger de je sais pas qui, de machin et tout. Bref, c'est un huis clos dans un train japonais ultra technologique dans lequel Brad Pitt va se taper avec des tueurs à gages qui ont chacun leur petit gimmick. Voilà, on a Bad Bunny juste ici qui est genre The Wolf. On a, je sais pas si on la voit sur l'affiche, elle là, qui joue dans Deadpool, j'ai oublié son nom, elle a joué dans Day Will Kill You qui était très bien cette année. Voilà, pourquoi il est aussi bas dans ma liste ? Parce que globalement en fait le film il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que c'est juste un film extrêmement fun à regarder, extrêmement bien fait techniquement parce que voilà. Par la suite, David Leitch il a réalisé The Fall Guy avec Ryan Reynolds que je trouve infiniment supérieur à Bullet Train parce que je pense que ça touche un petit peu ma corde sensible parce que ça parle de cinéma. C'est l'histoire d'un cascadeur qui doit remplacer l'acteur principal de son film qui a disparu. Du coup il y a tout un thriller et en même temps il doit essayer de retrouver cet acteur qui a disparu, enfin bref, vraiment si j'ai mis Bullet Train dans cette liste c'est surtout pour vous recommander The Fall Guy qui a pas eu le succès qu'il méritait à mon goût, mais du coup voilà, Bullet Train c'est quand même assez sympa, c'est quand même, si vous aimez les délires un petit peu violence un petit peu décomplexée qu'on pourrait retrouver par exemple dans un Kill Bill traité de manière très différente, honnêtement je peux que vous recommander. Il y a des scènes très drôles. Ma scène préférée c'est la scène justement avec, faut vraiment que je retrouve le nom de cette actrice, où il y a tout un enjeu autour d'une seringue de poison. Elle est très courte cette scène mais elle est vraiment hilarante, et donc voilà, Bullet Train, bon petit film de divertissement à regarder en mode popcorn un dimanche après-midi pour se divertir. Voilà, on va passer à la 19e position avec Elvis, réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler dans le rôle titre, Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker, Olivia de Jonge dans le rôle de la femme de Elvis, j'oublie tout le temps son nom. Et donc du coup, c'est un biopic sur la vie de le roi de King, Elvis Presley, immense star de la musique qui a eu un concert, je crois que c'est encore aujourd'hui le concert télévisé le plus vu le plus regardé en direct de l'histoire. Le film est relativement exhaustif, on le suit vraiment du début de son adolescence jusqu'à sa mort. On parle un petit peu de sa naissance aussi. Qualité du film, visuellement ça va dans tous les sens et c'est un plaisir vraiment, ça fait des transitions, c'est hyper esthétisé, c'est hyper vraiment mis en scène un peu presque, voilà, comme
comme une bande dessinée, presque comme un film d'animation en fait. C'est vraiment ça pousse les transitions, les scènes musicales, etc. Genre vraiment ça se donne à fond. On a un peu l'impression de regarder un clip en fait tout le temps, et c'est incroyable pour ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour un novice en termes d'Elvis Presley comme moi, ça a eu le mérite de me faire découvrir des chansons d'Elvis, parce que moi, à part Blue Sweet Shoes, je connaissais vraiment rien de la carrière de Elvis Presley, donc bon, là c'est mon inculture qui parle, hein, on va pas mentir, mais globalement, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé découvrir, on va dire, la vie de ce personnage. Je sais qu'il y a des parties un petit peu plus controversées de sa vie, notamment sur au niveau des médicaments qu'il prenait, dont il abusait, au niveau de son attrait pour les très jeunes femmes vierges, tout ce genre de choses est relativement peu abordé dans ce film. Peu abordé pour la partie médicaments, pas abordé du tout pour le côté attrait des jeunes femmes. Il est juste présenté comme un homme à femme à qui ça lui arrive de coucher avec des fans globalement, et un petit peu sulfureux. Enfin évidemment ça joue aussi avec son image. Il a été très controversé, Elvis, parce que pour l'époque ce qu'il faisait c'était limite indécent pour beaucoup de médias américains qui sont extrêmement puritains. Et donc voilà, et en termes de mise en scène c'est vraiment très très cool. Moi j'aime beaucoup toute la séquence où il va faire un concert entouré de policiers qui sont prêts à l'arrêter parce qu'il y a je ne sais plus quel chef de police qui a annoncé que si il bougeait ne serait-ce qu'un petit doigt, il se ferait arrêter sur le champ. Et en fait il commence son concert en bougeant son petit doigt, en faisant un petit clin d'œil au chef de la police, et ensuite il enchaîne son concert en faisant tous ces déhanchés qui faisaient scandale à l'époque, en faisant sa chanson You're looking for trouble, You came to the right place. Non, bref, je fais une très mauvaise imitation d'Elvis, mais voilà, ça c'est pour toutes les qualités du film. Avec toutes ces qualités, vous pourriez vous dire mais pourquoi il n'est pas plus haut dans ta liste? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que pour moi c'est un petit peu un défaut de passer sous silence une partie un petit peu controversée de la vie de certains artistes. Moi j'aime bien quand les biopics adressent au moins ça, même si c'est pas, on n'est pas obligé de faire un film que là-dessus, mais par exemple Rocketman, ça assume totalement le fait que Elton John, il a eu des penchants très très problématiques, un rapport à la drogue, aux hommes et au sexe qui était extrêmement dangereux pour lui et pour son entourage. Et voilà, enfin c'est quelque chose qui est adressé dans son biopic. Après, il était encore en vie, donc il a pu un petit peu contrôler ça. Là, on parle de quelqu'un qui est mort, donc il y a peut-être un côté respecter la mémoire, etc. Mais honnêtement, pour moi, ça devrait pas être mis sous silence à ce point, quoi. Ça c'est le premier défaut. Et le deuxième défaut qui pour moi est... En fait c'est une décision que je trouve incompréhensible dans ce film, c'est que le film, il est pratiquement raconté du point de vue du colonel Parker. C'est-à-dire que, limite, l'intro du film, c'est le colonel Parker en voix off qui te raconte la naissance d'Elvis, etc. Que comme quoi il avait un jumeau qui n'est pas arrivé à naissance, etc. Que machin et tout, enfin toute une histoire, que son père était en prison pour une histoire de chèque en bois, des choses comme ça, machin. Et oui, et quand j'ai croisé Elvis, je savais que ça serait une immense star et tout. Vraiment, genre, c'est de son point de vue. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire du colonel Parker et de Elvis, mais globalement le colonel Parker c'est le manager qui avait la main mise sur Elvis, c'est-à-dire que c'était son manager, c'est lui qui décidait de ses concerts, etc., de sa direction, de certaines de ses directions artistiques, etc., de comment le placer dans des films, comment rentabiliser un maximum sur le dos d'Elvis. Donc il s'est fait un pognon monstre sur le dos d'Elvis, et en plus de ça il avait des gros problèmes d'addiction, notamment au jeu, ce qui fait que du coup il a dilapidé une grande partie de ce qu'aurait dû revenir à Elvis dans ses problèmes de jeu. Il avait des dettes immenses partout, il avait l'interdiction de quitter les États-Unis. C'est pour ça que du coup il y a eu très peu, si ce n'est aucun concert de Elvis en dehors des États-Unis. On n'a jamais eu de concert en Europe de Elvis à cause de ça. Et en fait le film essaye de nous donner de l'empathie pour ce personnage-là. Et honnêtement, non. C'est comment dire, déjà
que tu mets sous silence les penchants un peu sombres d'Elvis, en plus t'essaies de me faire d'avoir de l'empathie pour le surconnard qui l'a exploité pendant une grosse partie de sa vie. Non, genre c'est pas quelque chose de quel je peux me retrouver, je peux me contenter, voilà. Donc voilà. On aurait fait un film un peu plus objectif sans ces voix, ou alors avec une voix off un peu plus neutre, une voix off de narrateur. Je pense que le film serait beaucoup plus haut dans la liste, mais ce truc-là, ce parti pris de raconter le film du point de vue du colonel Parker, mais je comprends, c'est pratique d'avoir une personnalité un peu encadrante qui peut être là pour raconter le film, mais du coup, t'essaies pas de me faire rentrer en empathie avec. N'essaie pas de me faire ressentir la peine pour ce personnage. Je suis désolé. Voilà, je ne comprends pas cette décision-là. Voilà. Ensuite, en 18e position, nous avons le seul Marvel de cette liste, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, un réalisateur que j'adore, avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong. Alors, c'est un petit peu difficile à résumer parce qu'il faut avoir vu au moins une série et quelques films avant de regarder ce film pour avoir du contexte. Mais et en plus, si vous n'êtes pas dans les trucs de magie et de science-fiction, ça va pas vous parler énormément. Dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, on suit donc à la base, on suit Wanda, qui est une sorcière qui a des pouvoirs extrêmement puissants où elle peut modifier la réalité. Et en fait, avant d'avoir conscience de ses pouvoirs, elle a vécu dans une espèce de réalité qu'elle s'était construite elle-même, où elle avait eu des enfants avec un certain autre personnage. Excusez-moi. Quand elle est sortie de cette réalité qu'elle s'était construite, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'enfants, elle était seule, elle était malheureuse, et elle est un petit peu devenue zinzin, et en parallèle, elle a découvert qu'il existait d'autres univers dans lesquels elle n'avait pas eu ses pouvoirs, dans lesquels elle avait eu des enfants, et du coup, elle va vouloir trouver des moyens d'atteindre ces univers pour retrouver ses enfants dans une autre réalité. Déjà, c'est un petit peu compliqué. Le problème, c'est que quand tu essayes de passer d'une réalité à l'autre, il y a des chances que ta réalité totale s'effondre et disparaisse en fait. Donc, elle menace littéralement l'entièreté de l'univers pour pouvoir retrouver ses enfants entre guillemets fictifs, quoi, même si elle les a créés. Et donc du coup, on suit le Docteur Strange qui lui va essayer de l'en empêcher, essayer de la faire revenir à la raison, essayer de divers moyens déjà d'échapper à ce personnage extrêmement puissant qu'est la sorcière rouge, et ensuite trouver un moyen de la stopper, l'empêcher de nuire à l'équilibre du multivers, donc multi-univers. En parallèle de ça, il va faire la rencontre de je sais plus comment s'appelle ce personnage, America Chavez je crois, qui est du coup une personne qui elle peut voyager entre les dimensions, qui du coup est extrêmement convoitée par la sorcière rouge, et donc voilà. Pourquoi ce film est aussi bas dans la liste alors que je suis déjà en train de parler avec beaucoup d'entrain? C'est un Marvel. Tous les défauts de ce film viennent du fait que c'est une production Marvel Disney. Les points positifs, c'est Sam Raimi qui réalise le film, et j'adore Sam Raimi, j'adore ses films Spider-Man, j'adore Evil Dead, je suis extrêmement heureux que Doctor Strange The Multiverse of Madness ait eu le succès qu'il méritait, ce qui a permis à Sam Raimi d'ensuite réaliser Send Help, du coup son film à gros budget qui est sorti cette année en 2026, dont on reparlera dans la vidéo des films de 2026, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et donc du coup on retrouve toute la folie horrifique de Sam Raimi qui colle parfaitement à l'univers de Doctor Strange. Il y a des trucs extrêmement gore et extrêmement créatifs toujours, genre par exemple on va croiser un variant de l'homme élastique des 4 Fantastiques, et quand elle va utiliser ses pouvoirs sur lui, ça va le spaghettifier. Ensuite il y a un personnage qui fait des sons avec sa voix qui peut faire exploser des choses, du coup elle va lui retirer sa bouche, du coup il a pas de bouche, et du coup c'est sa tête qui explose de manière extrêmement gore. Plein d'idées comme ça. Il y a des idées un petit peu plus cauchemardesques
cauchemardesque au sens littéral du terme, c'est-à-dire que pour un des moyens qu'elle trouve pour passer d'un univers à l'autre, c'est ce qu'ils appellent les rêves passerelles, parce qu'en gros, c'est admis dans cet univers-là que quand tu rêves, c'est pas quelque chose de créé par ton cerveau, c'est que tu rentres en connexion avec un toi d'une autre réalité. Et en gros, en faisant des rituels plus ou moins magiques, en faisant un rêve passerelle, tu peux prendre le contrôle de la personne de ton autre toi et du coup virtuellement être présent dans un autre univers. Donc il y a une scène visuellement dingue où, je vais pas vous la spoiler parce que je trouve qu'elle est, la fin de cette scène est vraiment visuellement un des trucs les plus fous que j'ai vu dans l'univers Marvel et les plus techniquement impressionnants. Mais il y a une scène du coup où la sorcière rouge va faire un rêve passerelle avec une version où elle est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus classique, et où ce rêve va être perturbé par Doctor Strange et ça va donner lieu à des idées visuelles qui sont assez dingues. Et autre truc que je trouve trop cool, c'est que si tu fais un rêve passerelle dans un univers où tu es mort, tu renais en tant que zombie. Et du coup, on a un Doctor Strange zombie avec une cape, avec des esprits qui volent dans tous les sens. On a le plan classique de Sam Raimi avec la main qui sort du sol, comme on a dans Evil Dead et tout ça. On a toutes les obsessions habituelles de Sam Raimi. On a aussi, du coup, dans tous les films de Sam Raimi, à un moment, il va y avoir un globe oculaire quelque part, sous une quelconque forme que ce soit. On a ça. On a le caméo de Jeff Campbell. On a la voiture jaune de Sam Raimi qui apparaît dans tous ses films aussi. Vraiment, un pur plaisir. En tout cas, voilà, c'est sûrement son film le plus popcorn, le moins deep, le moins artistiquement inspiré, mais il y a quand même des idées de fou qui fourmillent de partout, malgré le fait que y avait Marvel et Disney. Je suis content qu'on lui ait donné genre juste assez de liberté pour que ça se voit que c'est un film de Sam Raimi, quoi. Et ça, vraiment, genre, ça me fait plaisir, en fait. Genre, vraiment, je suis juste content que ce film existe, et voilà. Mais ça reste un Marvel, ça reste très formaté, ça reste très inoffensif, ça reste très chiant de devoir avoir maté une série et 3 ou 4 films pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça arrivait un peu à un moment en plus où la Marvel fatigue commençait à être vénère avec le summum pour moi qui était Spider-Man No Way Home, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo des films de 2021. Mais en tout cas, celui-là, ça a été un vrai bol d'air frais dans l'univers Marvel et je suis en train d'encenser une merde qui pue un peu moins que les autres, on va dire, mais quand même, genre, voilà, on prend ce qu'on peut prendre, voilà. Ensuite, on va passer au film en 17ème position, The Menu, de Mark Mylod, avec Ralph Fiennes, avec Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult, et Hong Chau aussi. Alors... Pourquoi j'ai regardé ce film ? Je pense, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, que vous avez une petite idée. La raison pour laquelle j'ai regardé ce film, elle est juste là, c'est Ralph Fiennes. J'adore cet acteur. Il est connu pour avoir joué Voldemort notamment, mais moi je l'ai beaucoup aimé dans The Grand Budapest Hotel, et je l'ai également adoré dans Conclave et dans les films 28 ans plus tard. Vraiment, je pense que c'est un de mes acteurs préférés de tous les temps. Voilà, tout simplement, c'est dit. J'adore Ralph Fiennes. Alors quand on dit que dans The Menu, on va suivre un couple qui va se retrouver dans un restaurant gastronomique plus où il faut venir sur invitation, qui est sur une île privée un petit peu coupée de tout, où le chef est joué par Ralph Fiennes et où on va très vite se rendre compte que les invités n'ont pas du tout été choisis au hasard et que ce repas est un petit peu un règlement de compte de la part du chef envers ses invités, en mode thriller, huis clos, etc. Moi je signe totalement. En plus, Anya Taylor-Joy c'est une actrice que j'aime bien, Nicholas Hoult c'est un acteur que j'adore détester, donc s'il va être tourmenté par Ralph Fiennes, je signe. Sur le papier en fait il y avait tout pour me mettre l'eau à la bouche. Ah oui, il faut que je fasse des jeux de mots sur la cuisine, je m'étais dit voilà. Donc il y avait tout pour me mettre l'eau à la bouche. Malheureusement je suis un petit peu resté sur ma faim. Parce que j'ai pas retrouvé ce que j'aime dans les huis clos. Moi, ce que j'aime dans les huis clos, c'est quand les films ils redoublent de virtuosité, que ce soit dans les dialogues, dans la mise en scène, dans la façon de filmer son unique décor. Déjà, bon, c'est pas exactement un huis clos. Il y a quand même pas mal de scènes qui se déroulent en dehors de la cuisine et de la salle de restaurant, mais quand même, bon, le film se tient assez bien. Ensuite, il y a des idées graphiques assez folles. Il y a des morts, tout simplement, dans ce film. Et globalement, je pense que j'attendais beaucoup de révélations, beaucoup de dialogues. Et le film,
Je pense que j'avais un peu les yeux plus gros que le ventre en allant voir ce film, faut que j'arrête les jeux de mots. Mais globalement, voilà, par exemple, j'aime beaucoup les révélations autour du personnage d'Anya Taylor-Joy, mais par exemple autour de Nicholas Hoult qui est plus ou moins présenté comme le personnage principal, genre je trouve ça un peu nul à chier. Dans les points positifs, chaque invité représente plus ou moins un des aspects que ce chef de haute gastronomie déteste dans son métier. Donc va y avoir des gens qui vont l'encenser, il va y avoir des gens qui vont des riches qui vont manger ces trucs sans se rendre compte de la performance, etc. Va y avoir des gens qui font passer des trucs en note de frais, enfin tout un tas de choses, des groupes financiers qui ont fait que son resto a pu exister, enfin des choses comme ça, qui faisaient du blanchiment sur son dos, des choses comme ça, tout un tas de choses. Et du coup j'aime beaucoup la façon dont le personnage d'Anya Taylor-Joy arrive dans cette histoire là. Mais voilà, globalement il y a beaucoup de résolutions que je trouve un petit peu faciles. La fin du film, je la trouve, en fait je la trouve à la fois risible et belle, mais un peu trop risible peut-être, donc c'est un petit peu pour ça que le film est relativement bas dans ma liste. Et voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur The Menu. C'est un peu tiède, ça m'a un peu laissé un goût de trop peu. Et je vous recommande quand même d'y planter votre fourchette si jamais le cœur vous en dit, mais ne vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre de tension et de saveur. Voilà. Ensuite, on va passer au film en 16e position. 3000 ans à t'attendre de George Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba et Pia Thunderbolt. Alors, dans ce film, on suit le personnage de Tilda Swinton qui joue, je crois que c'est un personnage qui s'appelle Alitea, un truc comme ça, qui est une narratologue britannique mondialement reconnue qui est en voyage à Istanbul pour faire une conférence, parce que du coup elle est narratologue, donc elle étudie les récits, l'histoire des récits, les récits à travers les histoires, etc. À travers l'histoire plutôt. Elle est un petit peu, elle a quelques petits problèmes, on va dire psychologiques. Elle a des hallucinations où elle voit des esprits, ce genre de choses. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui est très seul. Et un jour, dans une boutique à Istanbul, elle va acheter du coup une petite lampe qui est juste ici, un petit flacon. Mais voilà. Et en essayant de le nettoyer, un génie qui est interprété par Idris Elba va en sortir. Et vous imaginez bien que une narratologue qui connaît beaucoup d'histoires, de mythes et légendes diverses et variées, qui se retrouve dans un cliché de ces histoires-là face à un génie qui lui demande 3 vœux à lui accorder, ça va l'interroger. Et donc en fait tout le film consiste en un espèce de dialogue entre ce génie et cette narratologue. Le génie du coup qui, pour lui convaincre que les histoires c'est que des histoires et que ça a rien à voir avec des choses comme ça, qu'elle peut prendre, faire ses vœux en étant sereine sans que ça lui retombe dessus, va du coup lui raconter 3 histoires que lui a vécues, des histoires de sa vie, donc c'est un djinn, techniquement c'est pas vraiment un génie, mais bon nous en France on dit un génie, mais bon je vais dire djinn pour le reste de la vidéo. Mais du coup elle va lui raconter donc comment du coup lui s'est retrouvé être un djinn, ensuite être enfermé dans ce flacon, ensuite pendant 100 ans à être invisible aux yeux des humains, puis de nouveau enfermé, puis avant de retrouver ça. Et du coup le personnage de Tilda Swinton va prendre ses vœux à la toute fin du film en fonction de toutes ces histoires là, en fonction de ce que ça lui fait ressentir. Et je me suis un peu fait chier devant ce film, mais c'est un film auquel j'ai beaucoup repensé. Déjà, petit point anecdote, le réalisateur, là, George Miller, vous l'avez sûrement déjà vu au générique de certains films parce que c'est le créateur de la saga Mad Max. Je crois qu'il a réalisé le premier Fury Road et du coup celui qui est sorti après ce film-là qui s'appelait Furiosa.
Et du coup, c'est un petit peu curieux de voir ça dans sa filmographie. Il a aussi fait Happy Feet, donc bon, il est habitué aux projets un petit peu qui sortent un petit peu de ses trucs habituels. Mais voilà, il faut le noter. Il faut le savoir que si vous regardez ça, vous allez regarder un film du réalisateur de Mad Max. Ce qui n'est pas forcément très représentatif, qui n'indique pas grand chose, mais je trouve ça toujours rigolo de le savoir. Et en fait, c'est un film auquel j'ai beaucoup repensé, pas pour les délires visuels dans lesquels il part, pour le côté un petit peu touchant, un petit peu. En fait, c'est un film un peu trop intello à mon goût. Mais je pense que le film m'a quand même touché, donc voilà, pour toute cette histoire de rapport. En fait, il y a une distinction qui est faite entre une histoire en tant que telle et ce que cette histoire dit sur la personne qui la raconte. C'est-à-dire que si moi je vous raconte, si demain vous lisez une histoire qui est le passage de ma vie, ou si moi je vous la raconte, ça va être presque deux histoires différentes. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ce film, ce côté un petit peu... ça parle de narration en fait, et de comment les histoires qu'on se raconte les uns les autres, surtout les histoires qu'on a vécues, peuvent altérer les images qu'on a les uns des autres, et même notre propre image à nous, et comment ça nous questionne sur notre rapport à nous-mêmes et tout. Voilà, le film est extrêmement dense en termes de thématiques. Moi c'est celle-là que j'en ai tiré, mais du coup voilà, c'est une petite curiosité, 3000 ans à t'attendre. C'est pas un film que je recommanderais à tout le monde, mais voilà, si l'idée vous intrigue, en tout cas je vous le recommande, parce que c'est quand même un truc assez curieux quoi, dans la carrière de George Miller. Voilà. Ensuite, film suivant en 15e position, nous avons Les Vedettes, réalisé par Jonathan Barré avec Grégoire Ludig, David Marseille et Julien Bestel. Grégoire Ludig, David Marseille et Julien Bestel, Grégoire Ludig, David Marché et Jonathan Barré, c'est le trio que vous connaissez sûrement sous le nom du Palma Show, du coup, qui faisait, je crois que ça s'appelait Very Bad Blague, qui ont fait des dizaines et des dizaines de sketchs, qui étaient à la base diffusés sur la télé, mais qui ont fini par avoir beaucoup plus de succès sur Internet. Non, ils ont commencé par Internet, ils ont fini par être diffusés, je crois, c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, voilà, c'est le trio, Jonathan Barré étant le réalisateur qui est un peu plus dans l'orme, mais normalement, David Marseille et Grégoire Ludig, vous avez déjà vu leur tête. En fait, on suit l'histoire de deux personnes qui travaillent dans un magasin d'électroménager et qui, par toute une suite d'événements, vont comprendre que ils vont perdre leur emploi. Et il y en a un des deux qui va se rendre compte que l'autre est extrêmement fort pour deviner le prix de tout et n'importe quoi. Il est un peu obsédé par ça. Et donc du coup, il va plus ou moins le kidnapper pour le faire faire de force des jeux télévisés type le juste prix. Donc bon voilà, l'idée de base, c'est un peu un pitch de comédie un peu absurde, de comédie française. Cette affiche bleue avec un titre jaune, je suis désolé, mais faut arrêter avec ça pour les comédies françaises, ça devient insupportable. On dirait l'affiche de Cocorico, quoi, j'en peux plus. Mais bon, bref, voilà. Je trash un peu le film, mais en vrai j'ai beaucoup d'affection pour ce film, parce qu'en fait ce film, il y a un côté vrai ode, vraie affection pour ce qu'on pourrait appeler la France moyenne, la France pavillon scénique, barbecue, chien, deux enfants, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc là. Donc et pareil, il y a tout un truc aussi entre la conflictualité entre la télé et internet, parce que je veux pas vous spoil, parce qu'il y a énormément de péripéties, notamment autour du personnage de Grégoire Ludig, qui a un rapport, on va dire, un petit peu particulier avec la chanson et avec les clips vidéo et ce genre de choses. Et pareil, l'autre personnage, lui, s'il connaît tous les prix de tous les trucs, c'est pas grand chose, c'est pas anodin. Voilà ce que je veux dire. Et donc voilà. Et en fait, j'ai vraiment un bon souvenir de ce film, parce que j'ai franchement beaucoup rigolé devant ce film, tout en ressentant une vraie affection pour ces personnages qui à première vue paraissent complètement ridicules en fait, et qui est souvent méprisé, souvent moqué dans le cinéma. Et franchement, c'est un film qui m'a fait du bien, voilà, qui change un petit peu de la façon dont sont traités ce genre de personnages en général. Et du coup, rien que pour ça, en fait, le film vaut le coup. J'avais beaucoup aimé La folle histoire de Max et Léon, qui est le précédent film de ce trio là, et ils m'ont pas déçu
déçu non plus en faisant du coup les vedettes. J'ai un peu moins aimé du coup Bonne Conduite, qui est le troisième film réalisé par Jonathan Barré, où Grégoire Ludig et David Marsay sont un petit peu plus en retrait, même s'il y avait de très très bonnes idées. En fait, c'était l'humour un peu trop noir. Et en fait, c'est un film qui arrivait pas à... Bon, on n'est pas là pour parler de Bonne Conduite. En plus, c'est le film. C'est le film. Si vous lancez la vidéo Les films de 2023, je crois que c'est le premier film dont je parle. Donc, vous pouvez aller voir ma critique de Bonne Conduite, même si elle date d'il y a 2-3 ans maintenant. Je pense que je suis toujours d'accord avec moi là-dessus. Mais du coup, voilà, Les Vedettes, pour moi, c'est sûrement, je pense que c'est le film que je préfère de ce trio-là. Et du coup, je vous le recommande si vous voulez. Voilà, une comédie française vraiment très. Comment dire, qui traite avec beaucoup d'affection ses personnages, malgré le fait que c'est des gros débiles, globalement. Voilà. Ensuite, en 14e position, on va parler de The Bad Guys, ou Les Bad Guys en version française, de Pierre Perifel, avec du coup Sam Rockwell, Marc Manon, Aquafina, Craig Robinson dans le casting vocal principal. Je connais pas le casting VF en totalité, je sais juste que le personnage principal, du coup le loup, est doublé par Pierre Ninet. En fait, on suit un groupe de 5 animaux qui sont des braqueurs, ils volent des choses, machin et tout, ils sont des... Voilà, c'est des médiatiquement, ils sont connus pour être des braqueurs, etc., etc. Et un jour, ils vont se faire choper et avoir une possibilité de se racheter une image publique pour ensuite pouvoir avoir des vies un petit peu plus normales. Donc en gros, tout le thème du film, ça va être autour de qu'est-ce que c'est une bonne personne, comment on devient une bonne personne, qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne, et du coup par extension, qu'est-ce que ça veut dire être une mauvaise personne, et comment ne pas devenir une mauvaise personne. Et c'est donc moi j'ai beaucoup aimé du coup tous les thèmes de ce film là. Il y a d'autres thèmes que je peux pas spoil parce que ça révélerait un petit peu trop sur l'intrigue du film, donc je vais volontairement m'abstenir. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé toute la partie thématique du film qui est extrêmement bien traitée. Et en fait, il y a un truc que certaines personnes ont tendance à faire en mode « Oh, c'est un film pour les enfants » ou « Oh, c'est un film de divertissement, on peut débrancher le cerveau ». Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, pour moi, quand un film est fait pour les enfants, on doit prendre particulièrement soin à ce que ces thèmes soient traités avec intelligence, sans prendre les enfants pour des débiles en fait. Et pour moi, avec The Bad Guys, on est vraiment là-dedans. En plus d'être rigolo, avoir des vrais gags, des vrais trucs intéressants, il y a plein de choses que j'affectionne particulièrement. Déjà, moi j'aime beaucoup, j'ai un faible pour les animaux anthropomorphisés, un petit peu stylisés comme ça. On a une mygale, un piranha, un loup, un requin et un serpent qui font équipe. Bon, chacun leur spécialité. Le requin, ça va être le déguisement, le piranha, ça va être la bagarre, la mygale, c'est une hackeuse, le serpent, c'est dans l'infiltration, et bon, lui, c'est le perso principal, quoi, c'est le cerveau un peu du groupe, qui coordonne un petit peu tout ça. Et genre, déjà, ça j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de références à beaucoup de films de braquage que vous avez déjà vu, genre Ocean 12, ce genre de choses, même Mission Impossible, enfin tous les trucs où il y a un peu de l'espionnage ou du braquage ou des choses comme ça, va y avoir des références à ça. Il y a un méchant emblématique avec un plan de méchant emblématique. Il y a eu une suite qui s'appelle Les Bad Guys 2, et dans Les Bad Guys 2, le plan du méchant, qui est spoilé très vite, c'est de mettre un gros aimant dans l'espace pour récupérer tout l'or qui est sur Terre, et du coup avoir une énorme boule d'or dans le ciel et pouvoir la ramener quelque part et avoir tout l'or de la Terre. C'est un plan qui est vraiment un plan de génie du mal, complètement diabolique, complètement cartoonesque, et dans ce film là c'est un peu la même chose, et ça donne lieu à des visuels complètement fous dans le final de ce film. Vraiment, genre, quel plaisir. Il y a des histoires de trahison un petit peu émouvantes et tout dans ce film. Enfin, vraiment, il y a tout. Ce film, c'est vraiment un film extrêmement complet, et je ne peux que vous le recommander, et c'est totalement ok à montrer à des enfants, et vous passerez un très très bon moment devant. Il y a un peu de substance, il y a un peu de choses derrière à digérer, quoi. C'est pas juste un truc, on le voit, on l'oublie, quoi. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'était The Bad Guys. On va passer du coup au 13e film. 13e film, Coupé, de Michel Hazanavicius, avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield. On a aussi Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi qui joue dans le film.
En fait, le film est un remake d'un film japonais que je n'ai toujours pas vu et qu'il faut absolument que je regarde, qui s'appelle Z pour zombie. En fait, le film, il est un petit peu particulier dans sa forme parce qu'il est divisé en 3 grosses sections qui font plus ou moins demi-heure les 3. Le premier, c'est un plan séquence où on suit du coup une équipe qui est en train de réaliser un film de zombies et où en fait y a des vrais zombies qui vont les attaquer. Et en fait, très vite, quand vous allez voir ce court-métrage, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui clochent un peu, il y a des scènes qui durent un peu trop longtemps, il y a des répliques qui ont aucun sens, il y a des figurants qui font n'importe quoi dans le fond, il y a des choses un petit peu étranges dans le timing, etc. etc. Ce court-métrage semble profondément imparfait. Et ça lui donne un espèce de charme, ça donne il y a une scène très drôle où le personnage de Finnegan Oldfield fait genre oui, et du coup là on est censé faire quoi ? C'est long là, non ? C'est qu'il regarde un peu la caméra en mode c'est un peu trop long là, non ? C'est un petit moment de malaise, non ? Et genre, tu vois, des petits trucs comme ça où tu comprends pas vraiment le sens que ça a dans le film. Et ensuite, du coup, cut final sur ce court-métrage réalisé en plan séquence. On suit Romain Duris, du coup, qui est le réalisateur de ce plan séquence, et on comprend qu'on est quelques semaines avant et que du coup ils sont sur la préparation du coup de ce plan séquence, enfin de ce court-métrage en plan séquence qui parle de films de zombies. Et du coup, on va suivre toute la jeunesse du projet, un petit peu de détails sur la vie personnelle de Romain Duris, comment ils vont choisir les acteurs, comment tu vas comprendre que du coup sa femme va finir par jouer dans le film, qu'elle a certains soucis, etc. et tout machin, que enfin il y a tout un tas on suit la genèse, on va dire, du film. Et du coup la dernière séquence qui est du coup la séquence qui relie un petit peu les deux, où on suit en temps réel la réalisation du plan séquence, mais du point de vue des backstage. Donc on va voir comment ça se passe à la régie, les instructions que donne le réalisateur pendant la réalisation du plan séquence, les problèmes que vont avoir certains figurants qui vont faire que y a quelques petits soucis. Et en fait, pourquoi j'aime autant ce film ? Vous commencez à me connaître, moi j'adore les films qui parlent de cinéma. J'adore le cinéma et j'adore le côté art collectif du cinéma. Et je considère à titre personnel que chaque film est un miracle parce que ça demande le travail de dizaines et de dizaines de personnes de corps de métier complètement différents qui doivent se coordonner et se mettre d'accord pour que tous les moyens qui ont été mis donnent au final un temps, un espace-temps à ce film-là, à une existence à ce film. Et en fait, ce film-là, c'est vraiment ça, mais en mode comédie humaine, un peu de drame, il y a des passages un petit peu émouvants et tout, quand on comprend que ce court-métrage va permettre du coup à comment dire, le développement et la renaissance de certaines relations entre certains individus, c'est trop beau, ça me touche trop. En plus c'est fun, c'est drôle, il y a de l'humour un petit peu méta, il y a de l'humour un petit peu pipi caca. C'est le premier film de ma vie que je voyais avec Raphaël Quenard qui a un tout petit rôle dans ce film, et honnêtement genre c'est instantanément devenu un acteur qui m'a marqué à cause de ce film là notamment, parce qu'il a une vraiment pas un gros rôle, mais vraiment genre rôle marquant quoi. Et donc voilà, genre c'est vraiment une curiosité que ce soit dans le fond pas tant que ça, parce qu'il y a plein de films qui parlent de cinéma, mais dans sa forme c'est quelque chose qui est assez unique, même si c'est le remake d'un truc. Il faudra que je regarde l'original, je n'arrête pas de le dire. Voilà, d'ailleurs si vous voulez suivre les films que je découvre, en ce moment je suis en vacances au moment où je tourne ces vidéos, donc je vais sûrement regarder pas mal de films, et si vous voulez suivre ce que je découvre, n'hésitez pas à me suivre sur mon profil Letterboxd, le lien sera en description. Voilà, Final Cut Z coupé, le titre français c'est coupé, si vous le cherchez c'est coupé qu'il faut chercher. Je vous invite fortement à le regarder et on va pouvoir passer au film suivant. En 12e position, nous avons un des 2 films de Quentin Dupieux sortis cette année, Incroyable mais vrai, avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Desmoustiers. Il est possible que si comme moi vous allez relativement souvent au cinéma, vous ayez vu la bande-annonce de ce film, mais que vous n'ayez pas pu le voir parce qu'il a été extrêmement mal distribué. Moi-même je ne l'ai pas pu le voir en salle parce qu'il fallait faire 2 heures de route depuis Limoges pour trouver la salle la plus proche qui le diffusait. Donc je l'ai vu totalement légalement sur des plateformes de vidéos à la demande. Voilà. Bref, Incroyable mais vrai. Si vous avez vu ces bandes annonces, vous avez vu que toutes les bandes annonces elles ont un petit peu la même structure. C'est un couple ou un agent immobilier qui parle à un couple
pour parler d'une maison en disant cette maison elle a un petit truc un peu spécial, et à chaque fois il y a une réplique du style vous n'allez pas me croire et pourtant c'est vrai, cut, et on voit sur le couple en mode non mais c'est pas vrai, c'est vrai, vraiment ça marche vraiment, non mais non vous vous moquez de moi, vous vous rendez compte, non mais c'est pas possible. Et donc on pouvait s'attendre à un film, enfin classiquement si ça n'avait pas été de Quentin Dupieux, on aurait pu s'attendre à un film où ce truc là est une révélation qui arrive relativement tard dans le film, mais non pas du tout. Là très vite dans le film vous allez vous rendre compte que est-ce que je peux vous spoil ? Non en vrai c'est une révélation qui est faite au tout début du film, mais en gros dans cette maison il y a une échelle qui part de l'étage de la maison et qui finit à la cave, et en fait si vous la prenez vous arrivez 4 heures dans le futur. C'est-à-dire que là actuellement au moment où je tourne cette vidéo il doit être à peu près 15h, je passe dans cette échelle, je ressors, c'est le même jour mais il est 19h, 4 heures se sont passées, et globalement c'est en soi ça a l'air de servir à rien quoi, à part si vous êtes vraiment impatient dans votre vie, si vous supportez pas le fait d'être en vacances et que vous voulez en permanence voilà, ou si vous êtes juste trop curieux de voir le futur ou que vous voulez voir vos proches vieillir sans être là pour eux, globalement ça ne sert à rien. Mais on a le personnage de Léa Drucker qui va avoir un petit peu une obsession avec ce truc, parce qu'elle va se rendre compte très vite que c'est un moyen de paraître très vite moins vieille que la personne. C'est-à-dire que si tu passes 2 fois dans ce tuyau par jour, tu perds 8 heures de ta journée globalement, mais du coup tu vieillis un tiers moins vite. Donc c'est-à-dire que voilà, sur 30 ans tu prends que 20 ans. Et du coup elle va continuellement passer dans ce tuyau en boucle, du coup ce qui fait qu'elle va être complètement absente, ça va avoir des conséquences sur leur vie de couple, et du coup ça va être un film qui parle de ça, sur la peur de vieillir, sur le fait d'à quel point la peur de vieillir ça te fait littéralement passer à côté de ta vie, parce que c'est ce qui arrive à ce personnage là, et à quel point du coup on a le personnage du coup d'Alain Chabat qui lui est un peu désemparé face à cette situation, parce qu'il est un peu en mode mais viens, enfin on fait des trucs machin et tout machin, lui il vit sa vie et tout, et en parallèle de ça donc on a le couple qui est joué par Benoît Magimel et Anaïs Desmoustiers qui lui est complètement dans le truc inverse et qui a l'air tout aussi ridicule que le couple formé par Alain Chabat et Léa Drucker, mais dans un tout autre sens. C'est-à-dire que eux en fait ils sont dans l'instant, ils croquent la vie, etc. Ils sont plus ou moins en couple libre si tu comprends bien. Le personnage de Benoît Magimel il s'est même fait installer une bite mécanique juste pour le plaisir quoi, juste avec des, enfin genre c'est poussé à l'absurde comme d'habitude dans les films de Quentin Dupieux. Et alors je sais plus exactement où est-ce que se situe Incroyable mais vrai dans la carrière de Quentin Dupieux, mais j'ai l'impression que c'est un de ses premiers films où il y a une vraie noirceur qui s'installe surtout dans la fin de ses films. La fin de Incroyable mais vrai elle est un petit peu amère quoi, voilà, c'est pas une fin joyeuse, c'est pas une fin what the fuck, c'est vraiment une fin en mode oh putain, genre voilà, un peu déprimante quoi. Donc voilà, Incroyable mais vrai, c'est pas enfin je pense que j'ai un peu le seum de pas avoir pu le voir en salle, c'est pour ça qu'il est relativement bas, je pense que c'est juste ça qui fait que voilà, c'est aussi un des moins loufoques de la carrière de Quentin Dupieux, à part le pitch en fait, il y a pas grand chose, que ce soit dans sa mise en scène, dans sa narration et cette histoire de beat mécanique, il y a pas grand chose de si bizarre que ça dans Incroyable mais vrai, mais voilà, je pense que ouais, c'est le fait de pas l'avoir vu au moment où j'étais hypé pour qui fait que je l'ai un peu moins apprécié, mais j'ai quand même pas mal d'affection pour ce film, ne serait-ce que pour Alain Chabat et Léa Drucker qui sont 2 acteurs et actrices que j'adore, Benoît Magimel incroyable, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, vous allez voir. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer au film qui arrive au pied du top 10. En 11e position, nous avons Avatar, la voix de l'eau, réalisé par James Cameron, avec Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet. Tout va bien. Et donc du coup 13 ans, 14 ans 13 ans après le premier film Avatar, on suit du coup Jake Sully qui vit sa vie auprès des Omaticaya, donc les Na'vi qui vivent dans la forêt, et
on est à la moitié, hein, c'est pour ça que la voix commence à me racler un petit peu la gorge. On suit du coup Jake Sully qui est pleinement intégré dans les Omaticaya, qui du coup entre-temps a eu 3 enfants et 2 enfants adoptifs. Plein d'enfants. Enfin, il y a un enfant adoptif, il y en a 2. Il y a Kiri, Loak, un autre gars et Took. Donc il y a 4 navis et en plus de ça il y a Spider qui est un humain qui vit parmi les navis. Bon, je vais pas en parler 3 heures de ce film parce que y a beaucoup de choses à dire et il y a en même temps pas grand chose de choses à dire. C'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui ont plutôt aimé le premier Avatar et je fais partie des gens qui ont plutôt aimé ce deuxième film Avatar, même s'il y a énormément de redites par rapport au premier film. Il y a énormément d'incohérences, de choses que je trouve assez impardonnables en termes d'écriture. Par exemple, le fait d'avoir refait venir le méchant de cette façon-là, je trouve ça absurde. Et même une fois que j'admets que ce méchant est revenu de cette façon-là, donc dans le corps d'un Navi, à quel moment ça lui pose aucun problème d'identité ? C'est-à-dire que ce mec, c'est limite un nazi raciste des Navis qui est dans un corps de Navi et qui est en mode ouais c'est comme ça maintenant, aucun problème d'identité, aucun questionnement là-dedans, même une réplique qui parle de ça un petit peu, rien du tout. C'est dommage. Pareil, dans les bandes annonces, quand je voyais des navis militaires, je me disais ah chouette, il y a des navis qui comme les natifs d'Amérique qui ont réussi à vendre du pétrole qui était sur leur terre ou ce genre de choses, se sont intégrés à un mode de vie un petit peu plus américain. Non, c'est juste des humains qui ont des corps de navis et qui restent dedans tout le temps. C'est dommage. Il y avait des trucs à faire là-dedans, il y avait une thématique, ça rentrait dans la thématique un petit peu coloniale bizarre du film. Mais bon, ça pareil, c'est des souhaits que j'aurais bien aimé avoir. Pareil, l'histoire du peuple, ça c'est un cliché de science-fiction que d'habitude j'aime beaucoup. L'idée d'avoir une race extraterrestre qui est infiniment plus intelligente à un niveau de compréhension qui dépasse la compréhension humaine et qui a des principes du coup qui sont très différents. Et du coup là on a une race de baleines qui refuse absolument toute forme de violence. Je trouve ça un peu con, mais voilà, genre surtout quand t'es attaqué, surtout quand le principe de légitime défense, je pense que ça transcende un petit peu l'instinct de survie, ça transcende un petit peu toute forme d'intelligence et tout. Quand t'es intelligent au point de te laisser crever pour un mec qui tape alors que tu fais 4 fois son poids et qu'une pichenette et il dégage, je trouve ça un peu bête. Voilà, mais bon, passons. Ce film-là, c'est une incroyable prouesse technique et visuelle. Visuellement, c'est dingue en fait. Il y a pas d'autre mot. En plus de ça, du coup, moi j'ai un point faible film en 3D. Donc le film était en 3D. Je suis allé le voir en 3D. Et quel plaisir de voir des films en 3D. Faites plus de films en 3D, s'il vous plaît. S'il y a des producteurs de films qui regardent cette vidéo, et je sais que vous êtes là, vraiment. Faites plus de films en 3D, j'adore les films en 3D, même si ça coûte 2€ de plus au moment de payer son ticket. Faites-nous des films en 3D par pitié, j'adore les films en 3D. Mais bref, voilà. Évidemment, du coup, il y a énormément de redites par rapport au premier film. Ça, je peux l'excuser parce que ça faisait quand même 13 ans qu'on n'avait pas vu le film, donc il y avait pas mal de choses à réinstaller. Ça, en fait, ça sent que c'est une espèce de soft reboot de la saga, c'est-à-dire qu'on essaye de... C'est presque lui le premier film, finalement. Le Avatar 1, il est là pour instaurer l'univers, etc., mais en fait il est tellement lointain que je pense qu'il a eu de nouvelles idées, il a changé de direction sur pas mal de choses, et du coup ce Avatar The Way of Water, c'est un peu le vrai Avatar 1, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre Avatar 0 et lui c'est Avatar 1, c'est le vrai point de départ de toute l'histoire qu'il va avoir à la suite, parce que visiblement les enfants de Jake Sully vont prendre une importance assez capitale dans la saga qui va suivre, et donc voilà. Autre défaut du film, il y a trop de personnages. Moi j'aurais bien aimé que en fait
Jake et Neytiri, ils aient que 2 enfants et que ça soit eux les focus. Le personnage de Spider n'a aucun intérêt. C'est un petit peu saoulant, mais en fait, vous voyez là, je suis en train de déballer depuis tout à l'heure des défauts du film, mais le problème c'est que visuellement c'est dingue et du coup le film m'a eu en fait. Comment dire, c'est fascinant. Déjà rien que le fait que ça soit un film qui coûtait des centaines de millions de dollars, qui a un budget colossal pour un film, mais que ça reste un film d'auteur qui parle de colonisation et d'écologie. C'est fou, c'est complètement fou et genre je suis juste fasciné par ce film là et genre je pourrais faire une liste sans fin de tous les défauts de ce film. Il y en a énormément, des choses vraiment qui m'agacent, mais le problème c'est que quand je suis dedans et je suis pris en fait, je suis happé, je suis complètement dedans. Donc voilà, Avatar The Way of Water, il y a un point faible de ma part sur les effets visuels et sur la 3D. Donc voilà. Voilà, gros problème d'incohérence aussi, tous les trucs de kidnapping et de machin, et on libère machin pour aller truc, et puis en fait c'est lui qui se fait... c'est insupportable au bout d'un moment, mais vas-y, mets-moi des bonhommes bleus et des beaux paysages et de la 3D et des exosquelettes, et je serai content. Voilà, le film m'a eu, alors qu'il aurait pas dû. Ensuite, on entre dans le top 10 avec 100 of Beavers de Mike Cheslick avec Ryan Rickson, Cole Tew, Olivia Graves, Wes Tank qui sont à peu près les 3 seuls acteurs du film. Un vendeur de Jean-Baptiste ivre. J'ai pris les résumés sur Allociné sans même les relire, je suis désolé, mais globalement 100 of Beavers c'est un film en noir et blanc muet, hommage aux comédies très corporelles de Charlie Chaplin et Buster Keaton, et du coup on suit l'histoire d'un gars qui vendait de l'alcool de pomme, je crois, je sais plus, ou de la bière ou de l'hydromel, enfin ils vendaient de l'alcool, et un jour il y a des castors qui ont grignoté une partie des plus grands fûts qui sont machin, donc du coup il s'est retrouvé ruiné à vivre littéralement à poil dans la forêt, et en commençant à essayer à survivre, donc à attraper des animaux, des poissons dans cette donc je crois que ça se passe au nord des États-Unis parce que tout est enneigé tout le temps. Il va du coup devenir plus ou moins un trappeur, et il va comment dire, pour une raison que je ne vais pas spoil, devoir tuer une centaine de castors, parce que du coup les castors sont un petit peu les maîtres de la région. Du coup il va acquérir des connaissances en braconnage, il va devenir un trappeur. Et en fait du coup voilà, c'est une pure comédie, visuellement beaucoup inspiré pour le peu de budget que... Enfin en fait ça se voit qu'il n'y a pas de budget, mais ça se voit qu'il y a suffisamment d'idées et de détermination pour arriver à leur fin, et c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement travaillé visuellement. Il y a vraiment des délires très cartoonesques, du style genre à un moment il va marcher dans la neige et juste il y a un trou qui va s'ouvrir sur lui, il va tomber dedans, genre, et ça arrive plein de fois dans le film à des moments complètement aléatoires, et à chaque fois c'est avec un timing comique qui marche extrêmement bien. Il y a toute une histoire aussi où il devient à moitié fou à force d'être seul, où il se fait il se fait une femme et un chien en neige, et il y a tout, voilà, c'est en plus le film est extrêmement ludique parce que du coup tu découvres lui va beaucoup réussir à survivre dans cette il est très antipathique le personnage, mais il va beaucoup réussir à survivre avec des stratagèmes où il va essayer des choses qui vont marcher, qui vont pas marcher, et du coup à un moment au pif il va découvrir que tel animal est attiré par tel truc, et du coup ça va lui permettre de entre guillemets pouvoir farmer tel ou tel animal pour avoir telle ou telle ressource, etc. Il y a un côté vraiment ludique à suivre l'évolution de ce personnage jusqu'au moment où il automatise complètement le fait de tuer des castors, et puis du coup les castors vont commencer eux à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a genre des centaines de castors qui disparaissent chaque jour, et du coup ça va finir un petit peu comme dans l'affiche où il va se retrouver voilà juste à combattre les castors tout simplement, et voilà, il y a pas de métaphore dans ce film, il y a pas de truc, mais juste pour la prouesse artistique qu'est ce film et les tonnes de rires que j'ai eu devant ce film, je vous conseille ce film. Voilà, c'est extrêmement rétro, extrêmement régressif. Si vous aimez les gros délires à
la Buster Keaton et à la Charlie Chaplin, allez-y, c'est vraiment genre d'excellente facture en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus, voilà. Hundred of Beavers, quel plaisir. Et en plus du coup pas de besoin de se prendre la tête sur est-ce que je regarde le film en VF, en VO. Le film est muet, je crois qu'il n'y a même rien d'écrit dans le film, donc globalement s'il y a une chanson au début, mais il n'y a même pas besoin de la comprendre, il y a des visuels qui vous expliquent ce qui se passe, mais globalement ouais, genre film de fou. Voilà, je suis très curieux de voir ce que Mike Cheslick va faire à l'avenir, parce que vraiment, énorme coup de cœur ce Hundred of Beavers. Ensuite, avançons un petit peu, on va passer à la 9e position avec Decision to Live de Park Chan-wook, avec Tang Wei, Park Ha-lee et Lee Jung-hyun. Un détective enquête sur la mort d'un homme dans les montagnes et commence à soupçonner la veuve tout en tombant amoureux d'elle. Quel film! Donc oui, je vais rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Donc oui, on suit un policier qui va du coup enquêter sur la mort d'un homme qui est mort dans les montagnes suite à un accident d'escalade, et qui doit écarter la possibilité d'un meurtre avant de pouvoir conclure à un accident. Donc il va enquêter très fortement sur sa femme, et en fait il se trouve que très vite sa femme elle a un alibi parce qu'elle s'occupe de personnes âgées et tout, et en plus de ça en fait le film il fait constamment de révélation en révélation, ce qui fait que tu changes constamment de comment tu vois les personnages. Genre au début tu te dis il va un peu comment dire, au début t'es un petit peu neutre, puis au bout d'un moment tu vas te dire c'est bon, elle a un alibi, tu peux arrêter, mais sauf que du coup il va buter sur un détail, ce qui fait que toi tu vas te mettre à accuser la femme, et ensuite du coup tu vas te rendre compte que potentiellement c'est vraiment elle qui a tué son mari, et puis ensuite tu vas te rendre compte que en fait son mari l'a abusé d'elle physiquement et psychologiquement, donc tu te dis que peut-être machin, puis ensuite du coup tu vas te rendre compte que elle a fait des choses par son passé qui sont peut-être moralement condamnables, etc. et tout. En fait tu ne cesses jamais de changer de point de vue sur le personnage, particulièrement du coup sur le personnage de cette femme là. Je ne vais pas en raconter plus que ça sur le film, parce que pour moi c'est un film qui mérite d'être découvert dans toute sa puissance dramatique en fait. J'aime beaucoup Park Chan-wook parce que moi j'ai surtout vu Old Boy et du coup No Other Choice qui est sorti cette année. J'ai vu le film aussi sur la zone de séparation entre les deux Corées de John Security Area, qui était extrêmement marquant aussi, mais du coup j'aime beaucoup ce réalisateur parce que en fait quand t'es devant un de ces films là, il y a des scènes chocs forcément, mais dans Decision to Live en particulier, il y a pas tant de scènes chocs que ça, il y en a mais il n'y a pas tant de scènes chocs que ça. Il y a juste un sentiment absolument submergent t'es écrasé par le poids du drame que t'es en train de regarder et des révélations qui sont en train d'être faites, et moi c'est un film qui m'a pas mal bouleversé. Je me souviens encore, j'étais allé le voir avec mon ami, j'étais sorti de la salle, j'étais en mode waouh, et et cette fin elle est terrible, elle est vraiment elle te brise le cœur, elle te roule dessus, et donc voilà, c'est pour ça que ce film est assez haut. J'ai pas vraiment de mots pour décrire à quel point j'ai adoré ce film en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de drame pur en fait, et donc voilà, Decision to Live, allez le voir, regardez-le, point. Ensuite, en 8e position, nous avons le 2e film d'animation de cette liste, qui aurait franchement être beaucoup plus haut dans cette liste parce que j'ai vraiment adoré ce film de Joel Crawford avec Antonio Banderas qui fait la voix du chapeauté en version originale. C'est la suite du coup du premier long métrage d'animation chapeauté que j'ai vu en salle quand j'étais petite, dont je n'ai aucun souvenir, et on s'en fout, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier film chapeauté ou ne serait-ce que n'importe quel film Shrek dans lequel apparaît le chapeauté pour voir cet incroyable film qui est
le chapeauté The Last Wish, donc Puss in Boots de la Switch, le chapeauté La Dernière Quête, l'Ultime Quête, je crois en version française, le chapeauté 2, globalement. On suit l'histoire du chapeauté, du coup, dans l'univers des contes de DreamWorks. Donc on va croiser des personnages comme Boucle d'Or et sa famille Ours, comme Jack Horner qui met ses doigts dans des tartes et qui en ressort des prunes, comme une espèce de version un petit peu étrange du Grand Méchant Loup, enfin tout un tas de choses. Donc on suit le chapeauté qui, suite à une soirée un petit peu trop arrosée, meurt. Je ne vais pas vous spoiler comment il meurt, mais il meurt. Et au moment, entre les deux mondes, de revenir à la vie parce que c'est un chat et qu'il a plusieurs vies, la personne qui lui dit bon bah écoute je te renvoie mais fais gaffe, c'est ta dernière vie donc profites-en bien, mais voilà, là maintenant si tu meurs c'est définitif. Et quand il va se rendre compte de ça, le chapeauté va abandonner sa vie de héros sans peur, dont même la peur elle-même a peur de lui, et va juste faire une dépression, se mettre à faire des crises d'angoisse pour absolument tout et n'importe quoi, se mettre à avoir peur d'énormément de choses et se retirer un petit peu de sa vie d'aventurier, jusqu'au moment où il va apprendre qu'il existe un moyen de se faire exaucer un vœu, donc d'où The Last Wish, de se faire exaucer un vœu dans le but de retrouver ses vies perdues. Et donc du coup c'est un pur récit d'aventure à la DreamWorks. L'animation elle est magnifique, elle change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir chez Shrek ou quoi, c'est beaucoup moins ça tire un petit peu plus vers la 3D. Et le truc que j'ai adoré, c'est que vraiment c'est juste trop bien en fait. J'ai pas de défaut à ce film en fait. Les combats, les scènes d'action sont dinguissimes. La scène d'introduction elle met une gifle à quasiment beaucoup de films d'animation que j'ai vus pendant ces 10, 15, 20 dernières années. Vraiment, c'est une singerie. Ça puise dans des trucs, genre jusque dans l'Attaque des Titans, pour vous dire les inspirations qu'on peut retrouver dans ce film. Ça va dans des délires. Ensuite, ça c'est dans la forme, mais dans le fond, cette histoire du coup du personnage qui d'un coup se rend compte de sa propre mortalité, se met à angoisser, à être déprimé, à baisser les bras. Il y a des scènes de crise d'angoisse qui sont particulièrement bien mises en scène pour un film pour enfants, sans jamais être effrayante ou quoi, mais on comprend la détresse du personnage. Et pour moi c'est bien de parler de thèmes aussi entre guillemets graves dans des films qui sont plus ou moins destinés à la jeunesse, une fois de plus pour les mêmes raisons que j'ai parlé en parlant du coup de The Bad Guys, parce que pour moi il faut prendre un soin particulier à ce qu'on fait regarder du coup aux enfants. Et Puss in Boots The Last Wish, pour moi c'est un carton plein en fait. Voilà, et il n'y a rien que je retire dans ce film. Les antagonistes il y a 2 antagonistes principaux dans ce film qui sont les 2 super intéressants, qui sont diamétralement opposés mais qui sont vraiment genre trop intéressant, parce que vous vous doutez bien que s'il y a un truc qui permet d'exaucer un vœu, c'est pas le chapeauté ne sera pas la seule personne qui va être à la recherche de ce truc là. Donc voilà. Pareil, il y avait un personnage qui me faisait un peu peur dans les bandes annonces, que j'avais un peu peur que ça soit un running gag nul, et au final c'est un personnage complètement entier, complètement intéressant, qui a des raisons d'exister dans l'histoire. Donc vraiment quel plaisir. En plus du coup c'est une suite, mais c'est pratiquement un film original, quoi, qui sort un petit peu des sagas habituelles, qui capitalise moins sur une licence que d'autres films peuvent le faire, comme des suites et des remakes à ne plus savoir quoi en foutre. Donc voilà, en fait, c'est un peu une anomalie parmi les DreamWorks. Que voilà, j'ai par exemple le Robot Sauvage qui est sorti quelques années après, j'ai vraiment beaucoup moins aimé que ça. Vraiment, c'est rythmé, on s'ennuie pas, machin et tout. Ensuite, du coup, moi, je suis allé le voir vraiment sans grandes attentes, parce que j'y suis allé vraiment un samedi après-midi où j'étais un peu déprimé, où je me disais bon vas-y on va regarder le film d'animation, au pire ça sera moyen, et voilà. Je me suis pris claque sur claque, le voir dans une salle de cinéma c'était vraiment genre fou, et donc voilà, je ne peux que vous recommander le Chapeauté 2, la dernière quête, l'ultime quête, quelque chose comme ça. Et du coup on va passer au film qui arrive en 7ème position. En
En 7ème position, nous avons RRR de SS Rajamouli avec N.T. Rama Rao Jr., avec Ram Charan, avec Ajay Devgn et Alia Bhatt. Alors, ce film se passe en Inde dans les années 30, en pleine... Années 30 ? Je suis nul en histoire. Ça se passe en pleine colonie anglaise en Inde, le Raj, je crois que ça s'appelle. On suit du coup... Donc on a un couple d'anglais qui va plus ou moins enlever une fille et on va suivre son frère qui est un révolutionnaire, un indépendantiste qui va commencer à élaborer un plan pour la libérer. Et en parallèle de ça, on suit du coup un flic du coup au service de la colonie britannique qui va être mis sur son chemin, sauf que avant que les plans se mettent en place, ces deux hommes vont se rencontrer et vont devenir extrêmement amis. Et en fait, ce sont deux surhommes, quoi. C'est vraiment genre des héros au cœur pur, mais il y en a un qui est un petit peu du mauvais côté de la barrière. Et donc, ça va créer tout un tas de choses. Ce film fait genre 3 heures. C'est de l'action extrêmement décomplexée, extrêmement premier degré. Il n'y aura pas... Genre, si à un moment on balance une moto sur un tigre, il n'y aura pas un personnage qui va faire « Attends, il vient vraiment de balancer une moto sur un tigre ?» Oui, il vient vraiment de balancer une moto sur un tigre et on va pas le souligner, on va juste l'iconiser un maximum de manière extrêmement premier degré. On va pas le souligner de manière un peu ironique en mode on n'assume pas. C'est vraiment genre... ce film-là, je l'ai vu à une époque où je regardais Enfin, il y avait beaucoup du coup de films... je mets les Marvel là-dedans, mais il y a extrêmement, même chez DC ça fait ça aussi, de films d'action qui n'assumaient pas d'aller dans le grotesque, le cartoonesque, le fou, le plus grand, le plus que réel, sans le souligner de manière un petit peu ironique, que ce soit à travers un personnage, comme j'ai dit, qui fait une petite blague dessus, ou même à travers la mise en scène en n'assumant pas vraiment exactement ce qu'on fait. Là on est à fond dedans, et putain qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est le premier film indien que je voyais de ma vie, enfin le premier film, on va dire, de ce genre-là, parce que je sais qu'il y a énormément de films d'action indiens qui sont vraiment over the top, avec des personnages qui arrêtent des trains à main nue, en mode Superman, alors que c'est des gens random avec 3000 cuts sur 3000 angles de caméra différents sur l'action qui est en train d'être suivie. En plus de ça, il y a des chansons qui sont super cool dans ce film. Pour vous dire, celle-là, elle a remporté l'Oscar de la meilleure chanson à son année, et c'était vraiment, enfin genre voilà, genre... je pourrais plus la fredonner maintenant, mais je revois exactement la scène et la danse où il faut danser jusqu'à l'épuisement. C'est une espèce de tradition qu'ils font dans les mariages, je crois, ou un truc comme ça. Et c'était trop stylé, genre vraiment scène de fou, avec du coup les colons britanniques qui affrontent la population locale, etc. Enfin bref, c'est vraiment trop cool. C'était vraiment, vraiment très très chouette. Des scènes d'action complètement folles. Cette histoire du coup de frères ennemis qui vont du coup finalement réussir à s'allier contre un ennemi commun qui est la colonie britannique. Enfin bref. Quel plaisir, vraiment du cinéma à l'état pur pendant 3 heures dans vos veines, quoi. Et vraiment, ouais, quel putain de plaisir. Voilà, on va passer à la 6ème position, le film qui arrive au pied du top 5, et on va reparler de Benoît Magimel dans Pacifiction, je crois que c'est... Trouble sur les îles, quelque chose comme ça. Donc ça se passe en Polynésie française, sur l'île de Tahiti. On suit du coup Benoît Magimel qui représente l'État français sur le territoire de Tahiti. En gros, il y a des rumeurs comme quoi la France va reprendre les essais nucléaires dans la région. Et la population locale commence un petit peu à s'interroger là-dessus, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que machin et tout. En fait, le personnage de Benoît Magimel va passer le film entier à faire genre non, ne vous inquiétez pas, je gère, je vais leur demander et tout, machin et tout, à faire comme s'il avait un quelconque pouvoir, que ce soit sur la possibilité de reprendre les essais nucléaires, que ce soit sur la population locale en mode c'est moi qui commande, alors que ça se voit, ça se ressent, et tout le monde sait que ce mec ne sert à rien et est ridicule et que tout le monde se fout de sa gueule. Il y a un côté un petit peu ouais, ridicule de petit chef qui se prend pour plus grand qu'il ne l'est, il fait un peu penser à Macron dans ce film, genre en mode qui veut faire le dur à l'international, alors que... Enfin bref.
je vais pas commencer à parler de politique là-dessus parce que en fait si j'ai mis ce film aussi haut, c'est que il y a quelques années je sais que j'aurais détesté ce film parce que c'est typiquement le genre de film sur lequel les cinéphiles se branlent en mode oh c'est incroyable machin et tout, ça dure 3 heures, c'est super lent, etc. Mais moi j'ai pris un plaisir monstre devant ce film, je suis un peu devenu le cinéphile que je déteste, et c'est-à-dire que juste voir Benoît Magimel en main pro totale, en roue libre, en train de jouer ce personnage complètement égocentrique, et en même temps tout le monde se fout de sa gueule, et il est persuadé que tout le monde l'écoute quand il fait son discours dans un restaurant, alors que tout le monde s'en bat les couilles, et que genre il brasse du vent pendant 3 heures et tout, enfin c'est hypnotisant, c'est captivant. J'ai été subjugué pendant ce film et encore aujourd'hui j'y repense et le mot qui me vient quand je dois décrire ce que j'ai ressenti devant ce film, c'est juste du plaisir quoi. Genre j'étais en mode voilà, genre stun, juste du plaisir, du pur plaisir cinéphile insupportable, mais du plaisir. Et du coup, voilà, c'est une curiosité. Il faut pas avoir peur de plans beaucoup trop longs, de répliques complètement awkward, de dialogues qui sont un petit peu trop réalistes pour être captivants. Mais vraiment, genre, je suis fasciné par ce film, mais très premier degré. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est aussi haut dans cette liste. C'est que, genre, vraiment, genre, ouais, j'ai pas les mots. Genre, vraiment, genre, ouais, je sais pas quoi dire sur ce film, à part que, voilà, j'ai été saisi. Voilà. Ensuite, en top 5, nous avons Barbarian de Zach Gregor. Alors on va passer relativement rapidement sur lui parce qu'en fait c'est difficile de parler de ce film sans spoiler et c'est un des intérêts principaux du film de le découvrir on va dire à froid sans rien en savoir parce que il y a comment dire, c'est un film qui est particulièrement imprévisible et c'est une de ses grandes forces. L'histoire du coup on suit donc Georgina Campbell qui va du coup arriver dans un Airbnb pour une conférence qu'elle a à assister dans une ville et en fait le Airbnb il y a déjà quelqu'un dedans qui a loué on va dire le Airbnb et du coup il se retrouve à devoir cohabiter le temps d'une nuit quoi. Et en fait du coup ils vont se rendre compte que sous la maison il y a tout un tas de choses un petit peu étranges, un petit peu particulières qui du coup vont mener à un film plutôt horrifique on va dire. Donc je vais pas rentrer dans les détails sur ce qui est trouvé sous cette maison parce que du coup le film que ce soit dans sa forme, dans son fond est assez imprévisible. Tout ce que je vais vous dire c'est que l'idée d'avoir des choses cachées sous la maison c'est clairement une métaphore pour parler de toutes les choses qui sont un petit peu tabous, mises sous le tapis, enfin plus mises sous le tapis que tabous, mais des choses que on sait qu'elles existent, mais on les enfouit pour pas y penser, pour les mettre de côté et pour ne pas les adresser et on les laisse un petit peu pourrir là-dessous quoi. Et donc du coup sur ça le film est assez malin, il y a plein d'idées extrêmement fortes que ce soit dans la forme et dans le fond. Et donc voilà, je vais pas en dire trop parce que c'est vraiment un film qui est particulièrement imprévisible. Si vous aimez des films d'horreur mais que vous êtes un petit peu lassé par les films d'horreur on va dire assez classiques, celui-là je pense qu'il peut vous surprendre parce que il y a pas mal de choses qui sont assez déstabilisantes dans ce film dans sa forme. Je parle pas de choses qui peuvent être déstabilisantes genre d'un point de vue gore ou quoi, même s'il y a un peu de ça dans le film aussi, mais globalement voilà, il y a plein d'idées visuelles extrêmement marquantes, il y a plein de il y a des plans qui vous resteront en tête vraiment pendant très longtemps, notamment comment dire sans spoiler, un personnage qui saute dans le vide face caméra plus ou moins, enfin vous verrez, mais globalement voilà, je vous recommande vivement de regarder Barbarian si vous aimez les films d'horreur et que vous avez envie d'un truc un petit peu qui change un petit peu de ce que vous avez l'habitude. Voilà, en 4e position au pied du podium nous avons Fumer fait tousser de Quentin Dupieux avec Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zadi, mais aussi on retrouve Raphaël Quenard, on retrouve Blanche Gardin, on retrouve
Jérôme Niel, Alain Chabat qui fait une voix. On suit en fait des Power Rangers qui ont des pouvoirs basés sur le tabac, donc on a nicotine, goudron, je ne sais quelle autre toxine qu'on trouve dans le tabac, qui, suite à quelques missions auxquelles ils ont échoué, vont partir en séminaire pour retrouver un petit peu de cohésion de groupe. Et le film est constitué du coup de principalement ça, mais aussi d'histoires qui font peur que les personnages vont se raconter pendant leur séminaire. Donc il y a deux petits courts-métrages dans le film, et bon bah voilà, c'est un film de Quentin Dupieux, c'est un film absurde, il y a plein de choses notables. Moi j'ai beaucoup aimé du coup toute la partie costume, toute la partie esthétique du Super Sentai qui est reprise juste pour faire des scènes de dialogue un petit peu absurdes, et voilà, et donc ils sont pas d'accord sur les histoires qui font peur, et puis voilà, et il y a genre Jean-Pascal Zadi en Power Rangers du tabac, et Gilles Lelouch, qu'est-ce qui vous fout de plus, voilà. Et une fois de plus, comme Incroyable mais vrai, une fin particulièrement sombre, où les personnages sont en train de fumer des clopes en attendant la fin du monde, j'ai envie de dire. Voilà, pareil, je vais pas m'étendre plus, parce que pour moi c'est un film qu'il faut regarder plus qu'un film dont on parle, et donc voilà, on va pouvoir passer directement au podium avec, en 3e position, nous avons Men. Alors là il y a un petit peu plus de choses à dire. Men de Alex Garland, avec Jessie Buckley, Rory Kinnear et Papa Acid. On suit du coup un personnage qui est interprété par Jessie Buckley, qui est du coup une femme en deuil suite à la mort de son mari, qui du coup va partir se ressourcer dans la campagne britannique, dans une petite maison, et en fait très vite elle va être tourmentée par tous les hommes qui entourent cette résidence, à savoir la personne qui loue, le prêtre du village dans lequel elle est, les barman, les flics, etc., qui en plus ont la particularité d'être tous interprétés par le même acteur. En fait, le visage de l'acteur est numériquement mis sur les gens, ce qui donne un côté un petit peu très dérangeant. Un petit peu, en fait, ça commence un petit peu comme un thriller paranoïaque, puis très vite ça se barre dans un espèce de film d'horreur un petit peu folklorique, avec des espèces de légendes locales qui vont prendre forme, etc. Ça part très très loin graphiquement, ça va extrêmement loin, et donc bon, évidemment c'est un film qui du coup évoque les dommages que peuvent faire les hommes sur les femmes, et enfin c'est principalement, c'est le titre du film littéralement, le côté omniprésent en fait de cette violence là, que genre même au fin fond du trou du cul de la campagne britannique, ce truc là est ressenti. Et en plus de ça, en plus de ce thème là, quand j'ai parlé de dommages, c'est que c'est un film aussi qui parle de la façon dont les traumatismes sont je vais y arriver, la façon dont on processe nos traumatismes, dont on digère, dont on les évacue, dont on les digère, j'ai pas le mot qui me vient, mais vous avez compris l'idée. Parce que du coup, on va très vite comprendre que le personnage de Jessie Buckley, son mari qui est décédé, c'était pas une relation toute rose, sans rentrer dans les détails, mais du coup, voilà, il y avait un certain degré de violence assez élevé dans leur relation, et la mort, on va dire, de ce mari n'y est pas étrangère, et du coup, ça va lui revenir plein de fois, sans cesse, à travers du coup les hommes qu'elle va croiser, à travers des choses, des éléments horrifiques du film. Ça va sans cesse lui revenir par vagues de plus en plus violentes, alors que même qu'elle essaie de se ressourcer, de process, et juste en fait de vivre sa vie, quoi. Donc voilà, assez marquant, assez graphique. Je vous déconseille d'avoir mangé avant de regarder ce film. Jessie Buckley, bon, elle a plus rien à prouver maintenant, elle a eu un Oscar pour Hamnet, mais dans ce film elle a déjà une performance qui est dinguissime et qui aurait pu mériter une récompense aussi. Elle a sûrement dû en avoir, mais à part les Oscars je suis pas très au point sur qui a eu quoi en termes de récompenses. Et donc voilà, Men, vraiment en fait, ouais, voilà, c'est dur comme film, hein, mais si vous pouvez le voir, moi je vous le recommande avec joie. Voilà, même si il y a des trucs, voilà, il y a un truc en particulier, quand ça arrive déjà une fois dans un film de façon un peu explicite, je suis pas bien. Là c'est
3-4 fois d'affilée, alors même que c'est en plein champ, quoi. C'est bien zoomé dessus. Mais bref. Malgré ça, voilà, si vous n'avez pas peur des trucs un peu gore, des trucs un petit peu dérangeants, let's go, man, c'est fait pour vous. En deuxième position, nous avons le film qui a eu tous les Oscars en 2022, Everything, Everywhere, All at Once, film réalisé par les Daniel, un duo de réalisateurs qui s'appelle tous les deux Daniel, avec Michelle Yeoh, Ki Yu Kwan, Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu. On suit du coup une mère de famille qui gère une laverie, qui est une émigrée chinoise aux États-Unis, qui doit aussi du coup s'occuper de ses grands-parents et en même temps s'occuper un petit peu de sa fille qui est un petit peu mal dans sa peau et qui a un peu de mal à gérer tout ça. Elle a aussi du mal du coup à faire ses déclarations d'impôts et elle va se retrouver du coup sous le coup d'un espèce de contrôle fiscal qui est en train de menacer, on va dire, toute sa famille. Et en parallèle de ça, elle va être contactée par quelqu'un d'une autre dimension qui va lui expliquer qu'en fait il existe une tonne d'univers différents et qu'il y a une entité qui est en train de détruire tous ces univers un par un et qu'elle est potentiellement la seule personne à pouvoir sauver tous les univers. Donc globalement c'est un récit qui est du coup la métaphore d'une personne qui a qui commence peu à peu à être écrasée par la vie et par ses responsabilités, qui du coup va devoir trouver des solutions face à l'absurdité d'à la fois de l'existence au global et d'un truc aussi con que déclarer ses impôts et de comprendre comment ce truc fonctionne, etc. Ce film en fait je pense qu'il a eu autant de récompenses parce que c'est un film générationnel qui a parlé à beaucoup de monde comme l'a pu faire par exemple un Matrix à son époque. Là les thèmes principaux abordés c'est comme ce que je vous disais, c'est comment on fait face à l'absurdité de notre propre existence à tous les niveaux, hein, que ce soit l'absurdité du système capitaliste dans lequel on vit jusqu'à l'absurdité de notre existence insignifiante dans l'univers ou du fait qu'une fois qu'on sera mort, au bout d'un moment plus personne se souviendra de nous, quoi. Donc voilà, c'est un film qui redouble d'ingéniosité visuelle, qui part absolument dans tous les sens, alors certains diront un petit peu surcoté, je suis un peu d'accord avec ça, mais en même temps pas vraiment, parce que c'est quand même un film qui encapsule vraiment une génération, on va dire, de films et de gens qui ont ce truc un petit peu très conscient, très lucide sur l'absurdité dans le monde dans lequel on vit, sans forcément être résigné à baisser les bras par rapport à ça, ou en tout cas le film essaye de faire en sorte qu'on ne soit pas résigné face à ça, trouve des belles façons de le montrer, des façons absolument, de la façon la plus délirante à la façon très premier degré, et en fait pour moi c'est un film qui fait du bien, qui fait, si jamais vous êtes en angoisse existentielle et que vous voulez un petit divertissement, surcoté pourquoi je suis d'accord avec ça, c'est pas non plus, il y a énormément d'idées visuelles, mais ça reste des idées qui sont assez plastiques, assez tape à l'œil, quoi. C'est pas forcément, tous les détails visuels ont un sens dans le récit, mais disons que c'est la façon dont elles sont exécutées reste relativement entre guillemets basique si vous avez vu des films qui ont d'autres formes d'idées visuelles. Pour moi, en ce sens-là, il est surcoté. Ça s'applique aussi parce que le film, il est produit par Joe et Anthony Russo, qui sont les gros réalisateurs des films Marvel. Par exemple, Infinity War et Endgame, c'était eux, quoi. Donc y a derrière ça se ressent un petit peu aussi. Voilà. Mais ça reste infiniment mieux que tout ce qu'a pu faire Marvel. Ça reste infiniment mieux que beaucoup de films qu'on bouffe en longueur de temps. Et en plus de ça, c'est un film qui est là pour essayer d'apaiser un peu l'angoisse existentielle qu'on peut avoir, et rien que pour ça en fait ce film mérite notre bonheur. Il y a des scènes de combat incroyables, que ce soit avec une banane ou avec des sextoys ou divers récompenses qu'on a pu avoir. Vraiment, je ne peux que vous recommander ce film-là si vous ne l'avez pas encore vu. Ça part absolument dans tous les sens. Voilà, si vous arrivez à rentrer dans le gros délire que c'est,
vous y trouverez quelque chose de beau et de réconfortant, et rien que pour ça, pour moi, c'est un bon film parce que j'ai senti des émotions très fortes devant ce film, et pour moi, c'est globalement ce que je demande à un film. Voilà, moi, il y a une réplique qui me fait tout le temps pleurer, même si elle est un peu absurde, c'est même dans l'univers où on a des hot dogs à la place des doigts, on devient vraiment très fort pour faire les choses avec nos pieds. Voilà, j'adore cette réplique, le contexte dans lequel elle est délivrée, vraiment ça me fout les larmes aux yeux à chaque fois. Voilà, j'adore ce film, je ne peux que vous le recommander. J'ai très hâte de voir les prochains projets des Daniels, du coup, parce que je crois qu'ils ont autre chose de prévu. Leur précédent film, Swiss Army Man, avec Daniel Radcliffe, où il joue un espèce de cadavre multifonction, c'est un petit peu particulier aussi, mais franchement, si vous pouvez le voir, je vous le recommande aussi, avec Daniel Radcliffe et Paul Dano, du coup, dans une forêt. Voilà, Everything Everywhere All At Once, franchement, il mérite toutes ses récompenses. Mais il y a un film en 2022, un autre film comme Everything Everywhere All At Once que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Et ce film, dont j'ai le DVD juste ici, comme tous les films que j'ai préférés chaque année, il s'agit de Nope, réalisé par Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott. Alors, Nope, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui gèrent un ranch dédié au dressage de chevaux, eux-mêmes dédiés au cinéma. C'est-à-dire que quand il y a besoin de chevaux pour une scène de film, on fait pas appel à un random ranch, on fait appel à des chevaux qui sont dressés spécifiquement pour ça, parce que pour faire tourner un animal dans un film, il y a besoin de certaines choses. Les animaux peuvent être stressés avec tous les éclairages, les techniciens qu'il y a sur le plateau, etc. Donc ça requiert un entraînement qui est spécifique. Le film s'ouvre d'ailleurs en rappelant le fait que la première image animée formée à partir de photos, c'est un homme noir sur un cheval. Et d'ailleurs, Jordan Peele, donc réalisateur de Get Out et de Us, qui du coup sont des films d'horreur qui mettent en scène dans leurs rôles principaux des personnages afro-américains. Il faut aussi savoir que du coup les 2 frères et sœurs sont du coup afro-américains. Ça a je pense que ça a une importance un petit peu dans les thèmes qui sont abordés dans ce film. Et donc du coup ce frère et cette sœur, ils gèrent ce ranch un petit peu paumé dans une vallée de la Californie, et un jour ils vont avoir des chevaux qui disparaissent. Ils vont avoir leur père qui va décéder dans des conditions un petit peu mystérieuses, et ils vont se rendre compte qu'il y a un ovni qui règne dans la région et qui commence un petit peu à causer des ennuis. En parallèle de ça, du coup, on a le personnage qui est joué par Steven Yeun, qui est un ancien acteur de sitcom qui était un enfant star, qui du coup lui a décidé de faire un spectacle de cet ovni. Donc en fait tous les X temps il fait se réunir des gens dans des espèces de tribunes pour espérer pouvoir voir cet ovni qui du coup a plus ou moins la forme d'une soucoupe volante métallique qui aspire des choses et les broie et on recrache une partie, les parties métalliques notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris ce film. Moi, j'ai une grille de lecture autour de ce film qui me convient assez bien et qui fait que le film me touche notamment plus. J'ai l'impression qu'une fois de plus, voilà, c'est un film qui veut parler du côté du cinéma de manière générale et du côté industriel du cinéma et de la façon dont le cinéma peut être une industrie qui broie et détruit des choses au mépris, on va dire, d'un certain public, et qui peut même aller jusqu'à détruire d'une certaine façon son public. Et qui, quand on refuse, on va dire, ce cinéma industriel qui est littéralement dangereux pour à la fois les gens qui le produisent et à la fois les gens qui le consomment, quand on refuse ce cinéma-là, le cinéma peut être quelque chose de vachement plus beau, vachement plus élégant, captivant, hypnotisant, presque magique. Et en fait c'est ça qu'il faut s'efforcer de capturer, et c'est un petit peu toute la quête du film. Et en fait c'est juste pour cette grille de lecture là qui, ça se trouve, n'est pas du tout ce que veut raconter le film, mais du coup comment donc le cinéma en tant qu'industrie exploite les animaux, les minorités, le public, les enfants même, et en fait en ce sens là je trouve le film assez exceptionnel. Et surtout du coup pas ce dénouement, mais on va dire tout ce discours sur le fait que voilà, si on refuse
catégoriquement ce cinéma en tant qu'industrie destructrice, on peut en faire naître quelque chose de magnifique, quelque chose qui potentiellement il était à la base, à savoir juste un art, un truc beau, un truc insaisissable, un truc vraiment mystique, magique presque. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'adore ce film en fait, juste pour son discours vis-à-vis du cinéma. Et pour moi c'est vraiment genre le meilleur film de Jordan Peele. J'ai tellement hâte de voir ce que ce réalisateur va faire, parce que vraiment Get Out c'était trop bien, Us c'était un petit peu plus faible, mais genre j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et Nope, enfin c'est Nope quoi, c'est vraiment genre j'adore ce film, extrêmement fort. Vraiment, ça fait partie du coup des films avec Everything Everywhere All At Once cette année-là que je suis allé voir 2 fois au cinéma, et Dieu sait que c'est rare parce que je vais voir beaucoup de films et j'ai pas forcément le temps d'aller en voir certains plusieurs fois. Voilà. C'était les films de 2022. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo aussi que j'avais fait précédemment vous a plu. J'espère que ces petits costumes et ces petites lunettes vous plaisent. Moi, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Récemment, donc juste avant le tournage de cette vidéo, donc j'avais déjà fait le diabo et tout ça. Il y a un film que j'ai vu qui date de 2022 aussi, qui n'est pas dans cette liste, mais qui aurait très certainement fini dans le top 5, si ce n'est dans peut-être top 2, mais bon, je pense que c'est quand même en dessous de Nope à mon sens. C'est un film qui s'appelle Sick of Myself de Christopher Borgli, que je vous recommande énormément, mais de toute façon on reparlera dans l'année de Christopher Borgli parce que il a sorti des choses cette année qui sont particulièrement intéressantes, et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire s'il y a des films de 2022 que j'ai oubliés, et voilà, et surtout prenez soin de vous. Allez au cinéma, hein, c'est important de soutenir le cinéma en France. En ce moment je suis content parce que quand je vais au cinéma je vois que les salles sont plutôt pleines, et ça me fait chaud au cœur, parce que c'est une de mes passions les plus chères, donc voilà, mais sinon voilà, bonne fin de soirée à vous, bonne journée à vous. De toute façon sur internet le temps est une illusion, et bye bye.